Vous avez choisi cette info pour vous informer et vous avez raison. À la une de ce mercredi 5 novembre, le vice-président du PPACI, Damana Adjapikas, a été arrêté à son domicile à Bingerville au soir du 4 novembre par la police nationale. La police nationale qui a publié un communiqué pour en expliquer les raisons. Les prochains matchs de l'équipe de football de Côte d'Ivoire se joueront sans Adingra et Pépé. Les raisons dans ce journal. Et au Soudan, le conflit s'étend désormais au Kordofan. Une attaque meurtrière survenue mardi à El Obeid a fait 40 morts selon l'ONU. La ville, assiégée par les forces paramilitaires, devient un nouvel épicentre stratégique de la guerre. Le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan a annoncé l'arrestation de Damana Adjapikas, vice-président du PPACI. Il a été interpellé à Bingerville par la police nationale selon un communiqué officiel. Les précisions dans ce sujet de Lucien aussi, commentées par Zénab Goumbri. C'est dans un quartier résidentiel de Bingerville que les forces de l'ordre ont procédé hier soir à l'interpellation de Damana Pikas, vice-président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire et coordonnateur général du comité opérationnel du Front commun. Selon des sources proches de sa formation politique, le responsable aurait été conduit vers une destination encore inconnue après son arrestation. Figure emblématique du parti fondé par Laurent Gbagbo, Damana Pikas s'était récemment illustré par un appel à la désobéissance civile, diffusé dans une vidéo à la veille de l'élection présidentielle de 2025. Ces déclarations jugées provocatrices par certains observateurs sont perçues par ses partisans comme un appel citoyen à la résistance pacifique. Dans un communiqué publié ce mercredi, le procureur de la République a confirmé l'ouverture d'une enquête à l'encontre du responsable politique portant sur 6 chefs d'accusation. Atteinte à la sécurité nationale, assassinat et agression, vol à main armée et extorsion de fonds, destruction et incendie de biens publics et privés, empêchement de vote et destruction de matériel électoral, atteinte grave à l'intégrité des personnes. Cette interpellation intervient dans un contexte post-électoral un peu tendu, alors que le pays s'apprête à investir le nouveau président dans les prochains jours. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Sangafowa Coulibaly, prend part depuis le 4 novembre à la 48e session du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains à Brazzaville, en République du Congo. Une rencontre qui réunit les ministres africains de l'énergie et des hydrocarbures autour des grands enjeux du secteur pétrolier et gazier. En marge de cette session se tient également la 4e conférence sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures en Afrique, prévue jusqu'au 7 novembre prochain. Toujours en novembre, les 14 et 18 du mois, la Côte d'Ivoire affrontera respectivement l'Arabie Saoudite et Oman en matchs amicaux. En prélude à ces deux rencontres, le sélectionneur des éléphants, Emers Faé, a rendu publique la liste des joueurs convoqués. De nouveaux visages, à savoir Inao Oulaï et Richard Koné, font leur apparition dans le groupe. Quant au choix des équipes, le sélectionneur donne des précisions au micro de Mesmer Yao. Non, les choix, alors déjà c'était difficile de trouver un adversaire européen, parce qu'ils sont encore en qualification pour la Coupe du Monde. Après, les pays africains qui étaient disponibles n'étaient pas forcément des pays contre lesquels je voulais forcément jouer. Donc on s'est retrouvé avec un choix entre des équipes du Moyen-Orient, et on a validé le principe d'avoir joué à 2 adversaires qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Mais je pense que c'est surtout le fait de pas jouer un adversaire qu'on a l'habitude de jouer qui nous a motivés à choisir ces 2 équipes. J-52 avant les élections législatives, penchons-nous donc sur l'actualité législative. À la commission électorale indépendante, les candidats aux législatives de décembre prochain continuent de se succéder pour le dépôt de leur dossier. Ce mercredi, c'était au tour de Gbamenin Bitra, représentant de l'Union des démocrates pour le progrès, de franchir cette étape importante du processus électoral. Pierre Tchébi a suivi ce dépôt de candidature. Suivez son reportage. À la commission électorale indépendante, le balai des candidats se poursuit. Ce mercredi 5 novembre, Gbamenin Bitra, représentant de l'Union des démocrates pour le progrès, est venu officiellement déposer son dossier de candidature. Arrivé aux environs de midi, le candidat a présenté l'ensemble de ses documents à la commission.
Après vérification, son dossier a été enregistré à 13h17. Fonctionnaire à la retraite, Gbamene Bitra brigue un siège dans la circonscription de Goïtafla, Irefla et Maminigi dans la région de la Maraoué. Nous sommes contents d'avoir réussi à réunir rapidement tous ces dossiers et nous sommes prêts à aller sur le terrain. Les raisons fondamentales de cette candidature sont que nous voulons travailler à rendre à notre peuple son honneur et sa dignité. C'est pour cela que nous plaçons notre candidature sous le double signe de l'espoir et de la responsabilité. Donc rendre à un peuple son honneur et sa dignité, c'est tout un programme. La dignité humaine qui fait qu'on vous reconnaît en tant qu'être à respecter. Et cette dignité-là, elle n'est pas seulement sociale, elle est aussi morale. Et nous allons faire un programme que nous allons partager avec nos parents pour qu'ils comprennent pourquoi nous nous engageons pour eux. Nous nous mettons à leur service. C'est vrai que nous allons pour voter des lois, mais nous allons aussi pour combattre des lois que nous savons injustes. Nous allons travailler pour toute la Côte d'Ivoire, non seulement pour notre département, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Le dépôt des dossiers ouverts depuis le 31 octobre se poursuivra jusqu'au 12 novembre 2025, avant la publication officielle de la liste des candidats retenus. Prenons la direction de la ville de Biankouma. Biankouma qui a salué la réélection du candidat du RHDP, Alassane Ouattara, le 1er novembre dernier. À cette occasion, les populations locales ont invité le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, à se porter candidat aux élections législatives du 27 décembre prochain. Le reportage de notre correspondant régional, Olivier Dan, nous en dit plus. Le samedi 1er novembre, à la place de l'ancien village de Biankouma, vieux, jeunes et femmes ont rendu un vibrant hommage au président Alassane Ouattara, vainqueur de l'élection présidentielle du 25 octobre dernier. À cette occasion, ils ont demandé solennellement au ministre Vagondo Diomandé d'être leur candidat au compte du RHDP aux élections législatives prochaines. On dit, on rend à César ce qui est à César. Le ministre est le premier cadre du Tompi. Il est le premier cadre du Tompi. Pour nous autres qui sommes cadres, nous devons nous aligner derrière le général Vagondo Diomandé. Oui, parce que c'est ce dernier qui a jusqu'à ce jour apporté le développement à travers Alassane Ouattara à Biankouma. Nous voyons les routes, vous avez vu les infrastructures, c'est du jamais vu à Biankouma. Aujourd'hui, Biankouma, il y a un hôpital qui est en train d'être construit. C'est du jamais vu à Biankouma. Biankouma, dans les écoles, ça attend des élèves. Ailleurs, on cherche les classes. À Biankouma, les classes attendent les élèves. Il faut dire qu'il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Vagondo mérite cette cérémonie. En premier lieu, comme vous l'avez indiqué, il s'agit de remercier d'abord nos parents pour le vote présidentiel qui a eu lieu avec ce score très important de 93,57%. Et ensuite, avec eux, leur demander de s'associer à nous pour féliciter notre champion, le président de la République, le docteur Alassane Ouattara, pour cette victoire. Parce qu'avec le docteur Alassane Ouattara, nous sommes sûrs de l'avenir de la Côte d'Ivoire, parce que ce qui est déjà amorcé en ces quelques années nous rassure. Donc nous sommes heureux d'être avec lui et il fallait qu'on dise merci aux parents. Également, nous sommes dans le virage des élections législatives. Vous savez, dans la vie, il faut savoir honorer le guide. Il faut savoir donner de la force au guide. Ici à Biankouma, le général Vagondo Diomandé est celui-là qui est en train de changer Biankouma. Que ce soit à Biankouma ou dans tout le Tompi, et vous le savez. Alors en conséquence, j'ai été heureux cet après-midi, moi qui le reprends, que la jeunesse réclame qu'il soit candidat, que les femmes l'appellent à être candidat, que les cadres l'invitent à avoir encore plus de force au plan politique pour pouvoir obtenir plus de moyens pour la région. Notons que Biankouma bénéficie de plusieurs infrastructures depuis la section d'Alassane Ouattara à la magistrature suprême. On passe à l'actualité internationale.
Direction Kordofan, au Soudan, nouveau théâtre du conflit qui secoue le pays. Une attaque dans la ville d'El Obeid a fait 40 morts et des dizaines de blessés selon l'ONU, qui l'a annoncé ce mercredi. L'attaque qui s'est produite mardi visait un enterrement dans la ville assiégée par des paramilitaires, des forces de soutien rapide. Un choix stratégique, le Kordofan se trouvant au carrefour du Darfour à l'ouest et la capitale Khartoum à l'ouest. Il est le nouveau visage de New York. Zoran Mamdani, 34 ans, socialiste et opposant à Donald Trump, a été élu ce mardi maire de New York. Il s'est imposé devant l'ancien gouverneur de l'État, le centriste Andrew Cuomo, et le républicain Curtis Liwa. Né en Ouganda de parents indiens, il est arrivé aux USA à l'âge de 7 ans, puis a été naturalisé en 2018. En plus d'être le plus jeune maire élu à New York depuis plus de 100 ans, il sera le 1er janvier le premier maire musulman de la Big Apple. De retour sur le continent, plus précisément en Tanzanie. La Tanzanie où après la réélection de Samia Suluhu Hassan, la vie reprend son cours. Le blocage d'Internet est levé, à l'instar du confinement. Une ombre au tableau est de taille. Le pays essuie un lourd bilan humain, selon des sources fiables. La répression des manifestants par les forces de l'ordre, dont de nombreuses vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, aurait fait 1000 morts. Dar es Salaam n'a de son côté pas encore établi de bilan officiel. Une réélection sur fond de contestation qui va non sans rappeler la situation du Cameroun. Le 12 octobre dernier, des millions de Camerounais se sont rendus aux urnes. Douala se prépare à une cérémonie d'investiture pour Paul Biya, 92 ans, dont plus d'une quarantaine passés au pouvoir. Un 8e mandat pour lequel le locataire du palais d'Etoudi a été réélu avec 53,66% des voix. Dans les rues du pays, la pilule ne semble pas passer depuis la proclamation des résultats du 27 octobre. Notre invitation à l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire pour évoquer la situation est restée jusque-là sans réponse, mais nous recevons pour en parler Maître Michel Ndoki, avocate et leader de la société civile camerounaise. Maître Ndoki, merci d'être parmi nous ce soir. Bienvenue à Kwaba, comme on dit chez nous. Alors, première question, quelle est la situation aujourd'hui au Cameroun ? Malheureusement, c'est une situation qu'on pourrait caractériser de tendue. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'inquiétude. Il y a un mot d'ordre de ville morte qui a été lancé et aujourd'hui était le 3e jour, qui a été très largement suivi. Dans les jours qui ont suivi le scrutin, avant même la proclamation des résultats, il y a eu de très nombreuses arrestations, plusieurs centaines de personnes, dans plusieurs villes. Et je dois dire avec parfois des enfants de 12 ans. On est à presque 50 morts aujourd'hui, dans le cadre de manifestations ou hors du cadre de manifestations, souvent abattus par des forces de l'ordre. Et nous sommes un certain nombre de leaders d'opinion, de leaders politiques, de leaders associatifs, dont à peu près une dizaine ont été arrêtés, et dont certains, dont moi, ont dû fuir le pays pour échapper à des arrestations. C'était justement ma prochaine question. Vous avez été exfiltré du Cameroun. Quelle était la menace qui pesait sur vous ? Eh bien, une menace claire d'être moi-même soit interpellée, soit de disparaître. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que je dois trouver refuge en Côte d'Ivoire. Je saurais suffisamment exprimer ma reconnaissance. Il y a à peu près 5 ans aujourd'hui, j'ai dû être exfiltrée déjà parce que je faisais face à un risque clair de disparition. En ce qui me concerne, on ne parle même pas de m'arrêter pour me conduire vers des forces de police, d'après les informations que j'ai reçues. Et nous sommes... mon confrère, ami et aussi leader de la société civile, Félix Nkongo Agborbala, et moi, 2 personnes qui avons dû, dans les jours qui viennent de s'écouler, partir en urgence pour ne pas risquer de disparition forcée. Alors, brièvement, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, comment vous vous êtes retrouvé à Abidjan ? Alors, c'était un long périple. J'ai dû partir par les routes
grâce à des personnes de bonne volonté qui me prenaient en voiture d'un point à l'autre, d'autres qui essayaient qui m'offraient de m'héberger pendant quelques heures, quelques jours, toujours discrètement, et puis d'une ville à l'autre. Je suis partie de Douala, qui est la ville où je suis installée. D'abord de Yaoundé, ensuite de Douala, la ville où je suis installée, pour le nord, en passant par en sillonnant l'ouest, la Damawa, etc. Et puis, je me suis retrouvée à l'extrême nord et puis au Tchad voisin avant de pouvoir prendre en toute sécurité un avion pour ici. À présent, vous êtes pour l'instant sur Abidjan. Comment se passera du coup votre lutte? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que je ne l'envisage pas et nous ne l'envisageons pas comme une lutte. Je suis un leader d'organisation de la société civile. Sur cette élection en particulier, je coordonnais au Cameroun les activités d'une organisation qui s'appelle les Bâtisseurs de la Nation. Notre posture était une posture et toujours une posture de neutralité et d'impartialité. Notre objectif, parce que c'est le peuple camerounais, les citoyens camerounais qui sont au cœur de notre action, était de connaître et de préserver la vérité. Nous avons gardé un goût un peu amer des dernières élections. On a pu établir qu'il y avait eu des fraudes massives, mais pas établir ce qu'était la vérité. Donc aujourd'hui, pour répondre de manière directe à votre question, notre priorité demeure d'établir la vérité, d'être en mesure de dire aux Camerounais et au monde, voici ce qui s'est passé. Malheureusement, et les CAM et derrière eux le Conseil constitutionnel n'ont pas validé des résultats à notre sens satisfaisants. Malheureusement, le travail que nous avions engagé en toute transparence, auquel nous avons appelé tous les candidats à participer, y compris le candidat Paul Biya, a été sabordé. On a commencé par faire l'objet de menaces à peine voilées de notre ministre, l'équivalent du ministre de l'Intérieur, de l'administration territoriale. Puis, la plateforme digitale que nous avions mis en place a été attaquée. Nous avons dû reprendre le travail depuis le début, ce qui nous a retardé, qui nous a empêché d'offrir notre soutien au processus, à la transparence et à la crédibilité des résultats. Avec le résultat que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire une population globalement désabusée, qui n'est pas en confiance par rapport à ces institutions. Et c'est le risque sur lequel nous avions alerté. Donc, notre combat, c'est dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, d'être en mesure de terminer ce que nous avons commencé et d'offrir aux Camerounais et au monde une assise neutre et impartiale par rapport à ce que nous annoncerons comme étant les tendances telles qu'elles ressortent des observations au niveau des bureaux de vote. Alors, Maître Ndoki, je vous propose de faire de mon plateau plutôt, une plateforme pour lancer votre constat par rapport au scrutin du 12 octobre. Alors, ce que nous avions constaté au moment où nous avons, comme je vous ai dit tout à l'heure, été attaqués, c'est que les compilations, les résultats tels que les observateurs de notre réseau, nous avions un réseau d'à peu près 7000 personnes réparties sur tout le territoire. De nos constatations à ce moment-là, le candidat Chiroma était en avance, mais ce sont des constatations partielles. C'est pour ça que nous continuons ce travail et que nous continuons d'appeler les observateurs, malgré le climat de tension, malgré la peur et malgré peut-être aussi le découragement, parce que beaucoup ont eu le sentiment, une fois que le Conseil constitutionnel avait proclamé les résultats, le Conseil, qui est l'autorité légale et légitime pour proclamer les résultats, personne n'en doute, a eu le sentiment, disais-je, que tout était joué et que on ne pouvait pas, et c'est ce que nous voulions éviter, cette perception qu'on ne peut pas entendre la voix du peuple si ce peuple ne se fait pas entendre par la force. C'est exactement ce que nous essayons d'éviter et nous continuons de travailler dans ce sens. Nous pensons que une photographie
réel, factuel de ce qui s'est passé à la sortie des urnes, ce jour-là, le 12 octobre 2025, permettra à tout le monde d'accepter la vérité et ramènera la paix parmi les Camerounais. Alors, d'une manière générale, cette vague de contestation qu'on voit actuellement au Cameroun est assez inédite. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer ce regain de protestation chez les Camerounais et surtout pourquoi maintenant? Alors maintenant, je dirais pour deux raisons. Premièrement, encore plus qu'en 2018, notre peuple est fatigué par une classe politique, une classe dirigeante dont il n'a pas le sentiment qu'elle est très à l'écoute, ni même très au fait de ses problèmes. Beaucoup blâment l'âge. Effectivement, notre chef de l'État a 92 ans et plus. Je vous disais tout à l'heure en aparté, le directeur général de la Sûreté nationale, le chef de la police, a 1 an de plus que lui. Le numéro 2, le président du Sénat, je pense 88. Donc, quand l'âge médian de la population est de 18 ans, il est compréhensible que les gens aient l'impression que ceux qui les dirigent ne peuvent pas les comprendre. Et puis, nous avons une situation économique qui ne cesse de se dégrader, une situation sociale, plusieurs milliers de personnes qui meurent tous les jours sur des routes parce que les infrastructures ne sont pas au point, une corruption dont on se plaint qu'elle gangrène. Je lisais aujourd'hui que, par exemple, les Émirats arabes unis ont déclaré l'année dernière avoir importé 14 tonnes d'or du Cameroun. Les douanes camerounaises ont déclaré 4 kilos exportés. Donc c'est pour vous dire le niveau de confiance que l'on peut avoir en nos institutions. Donc il y avait cette fatigue extrême et ce besoin d'avoir des institutions qui nous représentent, des institutions qui s'occupent de nous, qui règlent nos problèmes. Et puis deuxièmement, encore plus qu'en 2018, je crois une implication très importante des électeurs dans la surveillance à la fois du processus et du dépouillement. Il faut savoir que chez nous, les résultats de chaque bureau de vote sont dépouillés dès l'issue du scrutin, donc dans les bureaux de vote. Lorsque vous avez donc des électeurs qui assistent au dépouillement et qui publient sur les réseaux sociaux les résultats, une perception se crée assez rapidement de qui est favorisé ici ou là. Et cette perception est restée, ce qui fait que, de manière globale, on a beaucoup le sentiment au Cameroun que celui qui a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel n'est pas celui que les Camerounais avaient désigné. Donc ça explique cette crispation aujourd'hui et ça explique les difficultés que le gouvernement a à ramener la paix. Alors, qui est donc l'élu des urnes? Qui est donc celui que le Cameroun a choisi? Alors, il ne me revient pas ici de répondre. Ça voudrait dire que notre travail... Même, nous avons fait un travail qui a duré un peu plus d'1 an. La plateforme a été lancée en septembre 2024, donc c'est un travail que nous prenons très au sérieux et en tant que personne et en tant que coordinatrice au Cameroun des activités des bâtisseurs de la nation, je m'interdis de donner des opinions. Je crois que nous devons rendre public, c'est la moindre des choses, le moindre des devoirs vis-à-vis de mes compatriotes. Nous devons rendre public un rapport officiel qui détaillera région par région les constatations qui ont été les nôtres. Avant cela, je préfère m'en tenir à la version officielle, je dirais. Est-ce que vous avez un appel à lancer à la communauté internationale? Oui. Nous sommes dans une situation catastrophique parce que nous sommes dans une situation de déliquescence grave de l'état de droit dans notre pays. Nous sommes conscients, je suis consciente personnellement que c'est quelque chose que l'on dit souvent, mais une 50aine de personnes tuées dans les rues, dans les quartiers, à la veille ou au lendemain de la proclamation des résultats d'élections présidentielles, ce n'est pas normal.
dizaines de leaders d'opinion interpellés chez eux ou dans la rue, enlevés par des personnes en civil, sans que plusieurs jours, voire plusieurs semaines après, elles aient la moindre idée de ce qu'elles ont pu faire de mal, ce n'est pas normal. Que des leaders de la société civile, d'organisations de défense des droits de l'homme se retrouvent en train de fuir le Cameroun parce que elles sont persécutées et qu'elles n'ont aucune idée de la raison pour laquelle elles sont persécutées, ce n'est pas normal. Cela indique, ajouté aux villes mortes, etc., que nous sommes au bord d'une crise humaine, humanitaire, sociale et politique grave. Et nous aimerions beaucoup que, pour une fois, les pays amis, les organisations internationales qui se sont fait le devoir de préserver la paix dans le monde interviennent avant qu'on ne compte les morts par dizaines de milliers une fois de plus. Je tiens à rappeler que ceci se passe dans un contexte où, depuis 2018, il y a une crise armée, un conflit armé qui secoue la partie anglophone du pays, qui a déjà fait plusieurs dizaines de milliers de morts, qu'il y a Boko Haram qui secoue le Grand Nord, qui a déjà fait plusieurs milliers de morts. On ne peut insister suffisamment sur les conséquences dramatiques humaines pour le Cameroun et pour tous les pays de la sous-région qui comptent sur le Cameroun pour avoir un accès à la mer. Je pense à la République centrafricaine, je pense au Tchad, d'une généralisation du conflit. Donc, s'il vous plaît, vous savez que vous pouvez intervenir, vous savez comment vous pouvez intervenir, intervenez s'il vous plaît. Merci Maître Ndoki, on vous sent très touché par ce message. Oui. Merci encore une fois d'avoir pris part à ce JT. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro, cette nouvelle édition du 7 Info le soir.